Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Alors comme d'habitude, je vais revenir sur des vidéos de cette semaine, sur des commentaires et sur des points d'actualité. Je vais commencer par revenir sur la vidéo que j'ai postée au sujet du système de clés pour la modèle 3, donc les cartes, les téléphones et la télécommande. Il y a un point important que j'avais oublié de mentionner, et je vous remercie d'avoir réagi sur ce point-là dans les commentaires, c'est le risque à laisser son téléphone ou sa carte appairée dans le véhicule. Je vous parle même pas du fait de laisser la télécommande, parce que ça c'est évident. Mais si vous les laissez dans le véhicule, n'importe qui rentrerait dans le véhicule par effraction serait capable de partir avec votre Tesla juste comme ça. Donc attention, alors peut-être qu'éventuellement la partie carte clé, faut savoir où il faut la placer. Bon, c'est indiqué par la Tesla, mais si on n'est pas habitué, ça peut être un peu déroutant. Et sur la manière de démarrer le véhicule, mais je pense que n'importe quelle personne qui est amenée à vouloir voler un véhicule comprendra ça, sera assez malin pour comprendre ça assez rapidement et partir avec votre voiture. Donc faites bien attention à ça, pas laisser vos clés et vos téléphones dans la voiture, pas non plus les laisser enfermés dans la voiture et vous retrouver avec des clés bloquées dans la voiture sans pouvoir y accéder de nouveau. Un autre point à mentionner, c'est que si vous activez la fonction de verrouillage du véhicule à l'éloignement, vous attendrez à, si vous partez loin du véhicule, à ce que ça se verrouille tout seul et que vous soyez sécurisé. Mais si vous oubliez votre téléphone à l'intérieur, le véhicule ne pourra pas se verrouiller. Il restera déverrouillé. Et quelque chose d'encore plus vicieux, si vous restez en mode manuel pour verrouillage, déverrouillage du véhicule, mais que vous oubliez votre téléphone à l'intérieur de la voiture, vous allez sortir, vous allez verrouiller, vous serez content. Éventuellement, vous serez amené à verrouiller avec votre carte clé. Et il se trouve que, en vous éloignant et en laissant le téléphone dans le véhicule, n'importe qui pourra venir ouvrir la voiture sans même avoir d'effraction. C'est vraiment juste, ils ouvriront la voiture et ça s'ouvrira tout seul et ils pourront partir avec. Donc encore une grosse alerte sur ça. Une des manières de l'éviter, c'est d'être vigilant, mais des fois on peut oublier. Et si on sent que ça peut nous arriver, bah, ça a du sens d'activer la fonction de démarrage codé. Donc on a un petit pavé tactile avec des chiffres pour composer un code à 4 chiffres pour verrouiller le démarrage du véhicule. Donc quand vous faites ça, à chaque fois que vous rentrez dedans, que vous ayez les clés, la carte ou le téléphone, à chaque fois, quand vous passez en mode D pour partir, il vous demande de taper le code. Donc je l'ai utilisé au début parce que j'avais peur justement d'oublier les clés ou la carte, enfin le téléphone ou la carte dans la voiture. Mais au bout d'un moment, je l'ai désactivé parce que d'une, je voyais que ça m'arrivait plus d'oublier, donc j'étais bien de ce côté-là, j'étais bien formaté. Et en plus, c'est vrai que c'est un peu agaçant à chaque fois de devoir mettre un code au début de chaque session de conduite. Donc vérifiez bien le risque pour vous. Et puis j'ai appris que certains assureurs demandaient à ce que cette fonctionnalité soit activée pour couvrir le véhicule. C'était pas le cas dans mon cas. Donc voilà, soyez vigilants. Si un jour vous avez un vol et que vous n'avez aucune trace d'effraction, bah c'est vrai que l'assurance peut causer des soucis. Donc bon, faut garder tout ça en tête. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est sur le trajet que j'ai fait. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas vu les vidéos, j'ai juste fait quelques sessions live, mais j'étais pas en voiture. Ça va me prendre un petit peu de temps pour regarder un petit peu les vidéos, voir celles qui sont intéressantes, celles qui sont moins, faire le tri, le montage et diffuser ça. Donc, je sais pas, j'espère que j'aurai le temps de le faire cette semaine. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est de savoir que sur l'allée, donc de Paris à Marseille, donc pour un peu moins de 800 km, ma consommation moyenne était légèrement inférieure à 19 kWh au 100 km. Sachant que je me suis pas freiné sur le chauffage, la climatisation,
J'ai utilisé toutes les fonctions de la voiture et j'ai conduit à une vitesse tout à fait normale, donc 130 km/h tant que je pouvais. Et quand on était en embouteillage, bon bah forcément on allait moins vite. Mais si on regarde le nombre de kilomètres passés à 130 km/h, je pense que ça doit vraiment se poser là. Aussi une chose à dire, c'est que sur la première section du voyage, on n'a pas du tout eu d'embouteillage, et sur cette première section, je suis bien même arrivé à cette moyenne de 19 kWh au 100 km. Donc ça a l'air fiable, c'est bien là que se positionne la conso. Après, il faudrait voir l'hiver en utilisant du chauffage, comment ça évolue. Là, on était en bonne condition, on était autour des entre 15 et 20 degrés, je pense, pendant tout le voyage à peu près. Même si pendant une partie du voyage, on a eu de la pluie. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Je suis dans un tunnel dans lequel, très souvent, j'ai des coups de frein que me donne le véhicule à partir de cette section-là. C'est vrai que d'habitude, quand je passe par là, je suis à 70 et que ça réduit d'un coup à 50. Bah là, il se trouve que je roule pas très vite, donc peut-être que j'aurai pas la sensation de coup de frein. Je vais essayer de changer de voie pour voir si en me mettant sur la voie de gauche, si ça le fait. Il y a encore un autre endroit juste après. En fait, c'est à chaque fois qu'on passe en dessous des grilles qu'on a un risque d'avoir un coup de frein. Je vais voir si ça le fait de nouveau. Eh bien non, ça le fait pas cette fois-ci. Il faudra que je refasse des vidéos au même endroit, parce que je vous ai dit que ça m'arrivait pas souvent que la Model 3 freine toute seule, mais à ces endroits-là, les 2-3 dernières fois où je suis passé, ça me l'a fait. Donc cette fois-ci, je sais pas, j'ai peut-être de la chance, ça me le fait pas, mais c'est à observer pour la prochaine fois. Et une autre chose que je voudrais vérifier prochainement, un inconfort que j'ai noté au volant de la Model 3 pendant le grand trajet de Paris à Marseille, c'est quand on est en mode navigation autopilote et qu'on amorce des changements de voie, dans certains cas, quand le véhicule pense qu'on n'a plus les mains sur le volant, la voiture annule la manœuvre de dépassement en plein milieu de cette manœuvre. Et quand elle le fait, je trouve qu'elle fait de manière assez brutale. Donc du coup, par exemple, on commence à aller sur la gauche pour enclencher la manœuvre, et au milieu, ça s'arrête, et d'un coup, on revient sur notre voie, et ça donne un gros coup sur la gauche ou sur la droite en fonction de la direction dans laquelle on allait. Et ça, c'est inconfortable. Je pense que les passagers, quand ils ressentent ça, ils se demandent s'ils sont en sécurité. Ce serait quelque chose à améliorer, je pense. Je vais voir si j'arrive à le reproduire, mais c'est pas sûr du tout. Alors, j'amorce le changement de voie. Donc non, là, ça s'est bien passé. Je vais faire un autre changement de voie. Je suis pas sûr d'arriver à reproduire le comportement. Ah bah voilà. Je pense que ça doit être l'effet test. J'enclenche. Ici. Bon, bah là ça s'est très bien passé, mais plusieurs fois sur le trajet, ça m'a mis dans cette situation-là d'inconfort. Faudra que je me mette dans une situation où ça arrive de nouveau. Donc côté actualité, pour information, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à voir des Tesla Model 3 en stock qui apparaissent sur le site de Tesla en France. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. J'ai pas regardé si les prix étaient moins élevés, s'il y avait des remises. Je suis vraiment pas sûr qu'il y en ait. En revanche, aux États-Unis, ils commencent tout juste à mettre en vente des Tesla Model 3 d'occasion. Donc pour l'instant, c'est hyper localisé, c'est limité à la Californie et peut-être même vraiment autour du QG de Tesla. Mais ce sera bon de suivre ça d'ici, allez, on va dire d'ici 6 mois. On devrait sûrement avoir des opportunités d'achat occasion. Faudra voir à quel prix il se positionne.
Toujours dans les actualités de la semaine, Tesla a mis une mise à jour pour améliorer la puissance de charge quand on est sur le réseau Ionity. Enfin, je parle du réseau Ionity parce que c'est le réseau en France qui offrira la meilleure puissance de charge en dehors de Tesla aujourd'hui. Mais c'est valable en gros pour tous les réseaux hors Tesla. Précédemment, c'était capé à, il me semble, 120 kW de tête, 100 ou 120 kW. Et à partir de maintenant, quand on charge en dehors du réseau Tesla, on peut charger jusqu'à 200 kW. Donc je pense que ça va être un bon bond en avant pour ceux qui font des longs trajets. En gros, aujourd'hui, avec ces quelques bornes qui sont sur le territoire, on pourrait charger plus rapidement sur le réseau Ionity que sur les Tesla superchargeurs. Ça, c'est intéressant. Après, je pense que ça va peut-être pas non plus durer très longtemps parce que les superchargeurs version 3 de Tesla vont commencer à arriver petit à petit et vont délivrer leur pic de 250 kW de puissance. Donc encore une fois, avant de vous laisser, les vidéos du trajet sont pas encore prêtes. Faut que je passe un peu de temps sur ça. Ce que je peux juste dire, c'est que ça s'est très bien passé, particulièrement pour l'aller. Pour le retour, j'ai eu quand même une surprise. Un superchargeur, celui d'Auxerre, qui n'a pas fonctionné ou qui fonctionnait à une vitesse qui était vraiment ridicule, de quelques kilowatts. Je n'ai pas compris. J'ai passé un coup de fil à Tesla, donc on a un numéro de support. À l'heure à laquelle j'ai appelé, il n'y avait personne qui parlait français, c'était en anglais. Donc j'ai expliqué la situation. Ils m'ont donné une première astuce qui était de resetter la voiture. Donc du coup, je suis allé sur le menu, j'ai mis couper l'alimentation générale, j'ai attendu un certain temps. Quand les 3 minutes se sont écoulées, j'ai réactivé le véhicule et ensuite, avec les deux boutons ici et la pédale de frein, j'ai commandé encore un reset de l'ordinateur. Donc j'ai fait ça, ils m'ont dit que si jamais c'était un problème logiciel, un bug, un petit plantage, ça pourrait l'effacer. Malheureusement, ça n'a pas réglé la situation et j'ai quand même été obligé de voir voilà, quelle est la solution pour pas être bloqué. Alors il se trouve que j'étais pas à 0%, j'avais un peu de marge devant moi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé toutes les bornes qui étaient autour. Donc ils ont regardé quelles étaient les bornes destination de chargeurs à destination, je veux dire en français, les superchargeurs, les aussi chargeurs autres, tierce partie. Ils m'ont proposé plusieurs solutions. Il y avait un superchargeur sur lequel j'aurais pu arriver, mais qui n'allait pas dans la même direction que moi, donc j'ai préféré éviter. Il y en avait un qui était dans ma direction, donc c'est celui de Fontainebleau, le nouveau, mais je serais arrivé avec 0% d'autonomie, donc c'était un petit peu risqué. Donc la solution qu'ils m'ont conseillé, c'était de m'arrêter un superchargeur de tierce partie, qui en plus était gratuit, mais qui chargeait qu'à... alors c'était pas un superchargeur justement, c'était un chargeur rapide qui chargeait qu'à 44 kW. Et ils m'ont conseillé de m'arrêter là quelques instants, le temps de me donner un petit peu plus de marge de manœuvre avant d'arriver au superchargeur de Fontainebleau. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pu bénéficier de la charge gratuite sur le chargeur rapide dont je vous parle, et après je suis arrivé à Fontainebleau avec 7% d'autonomie, donc j'avais de la marge, j'étais tranquille. Toujours est-il que le matin même, je vous faisais une vidéo en vous disant « Ah mais c'est super, les superchargeurs ça s'est bien passé, au moins on est en confiance, on se dit que ça fonctionne tout le temps et qu'il n'y a pas de problème ». Bah là, si, j'ai eu un problème au superchargeur d'Auxerre. J'ai essayé les 4 bornes compatibles CCS et aucune d'elles n'a fonctionné avec la Model 3. J'ai regardé sur ChargeMap les commentaires par rapport à cette même station et a priori, je n'ai vu aucun commentaire négatif. J'ai vu des gens qui ont bien chargé jusqu'à il y a quelques jours. Donc voilà, c'était quelque chose de très ponctuel. C'est un peu étonnant. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y avait un gros orage à ce moment-là? Peut-être. À suivre.
Donc si vous avez déjà entendu parler de problèmes sur un superchargeur en général ou sur cette station de serre en particulier, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bon voilà, c'est juste un petit point d'attention, un petit point de vigilance à avoir. Donc je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que j'aurai le temps de monter et de mettre en ligne un maximum de vidéos du trajet pendant la semaine à venir. Voilà, à la prochaine. Salut!